Bonjour tout le monde. D'abord, merci Marianne et à tous les organisateurs pour l'invitation. Je voudrais effectivement, pour prolonger la présentation, dire d'où je parle aujourd'hui. Deux choses importantes. En tant que praticien de l'art, en tant que dramaturge principalement, j'ai eu à mener une expérience qui s'appelle Débat Théâtre Citoyen entre 2008 et 2009 et 2012, 2013, dans laquelle j'avais compris, en travaillant avec des citoyens, des artistes, régulièrement, tous les mois, que la question de la fabrication de l'art va au-delà de la notion d'atelier fermé, et que la question de la fabrication de l'art est un atelier ouvert. C'est un atelier ouvert à la société, au public, aux contingences politiques, aux tensions qui sont autour de nous. Et donc, c'est une pratique qui, pour moi, a été formatrice à plusieurs égards. La deuxième chose que je voudrais préciser, c'est que depuis maintenant 3 ans, je suis très content que un ami anthropologue soit dans la salle. Il en connaît un bout. On a lancé avec des amis qui sont dans le monde de l'art et de la recherche un programme qui s'appelle Houdoud. Houdoud voulant dire limite, frontière, dans lequel on essayait de traverser les frontières entre l'art et la recherche et les écosystèmes locaux. Et au moment maintenant où je vous parle, on est en train de préparer la deuxième édition, commence lundi prochain. Et donc, je voulais au préalable dire ces deux éléments-là concrets, à partir desquels plusieurs de mes réflexions seront partagées, mais je préciserai aussi à partir d'où je parle à chaque moment. Mais au début, permettez-moi de poser ce à quoi nous sommes aujourd'hui confrontés comme dilemme. La prise de conscience de l'apport socio-économique de secteurs créatifs et culturels, qui est porté par des bailleurs internationaux, relayé par des acteurs locaux, dans un souci d'efficacité, appréhendé par les gouvernants comme une vague possibilité à considérer. Tout cela a tout de suite produit, par le haut, un désir économétrique de mesure et de commodification de la chose culturelle. Sauf qu'il y a une injonction paradoxale. Au moment même où des élites faiblement socialisées, des élites dans nos sociétés, dans le monde arabe, faiblement socialisées dans l'art, comme source d'émancipation individuelle et sociale, demandent à voir en quoi les industries culturelles et créatives seraient un nouveau secteur porteur. Les sociétés elles-mêmes où les artistes agissent, produisent et avec lesquels elles interagissent connaissent un rétrécissement des espaces publics, dans une frilosité politique par rapport aux formes autonomes et débridées d'expression artistique, et peinent à concevoir la production du symbolique comme une autre manière de faire société, quand ils n'en limitent pas la portée. Et avec les effets multiplicateurs horizontaux de digitalisation, les réflexes de surveillance se sophistiquent. Qu'est-ce que cela donc implique réellement d'étudier les pratiques artistiques dans des contextes néolibéraux et autocratiques, permissifs économiquement et limitatifs politiquement? Comment tout cela est exacerbé par les effets de la digitalisation et
de tout ce que cela produit comme et de ce que le Covid produit comme effet de relocalisation. Qu'est-ce que ces acteurs parviennent à réaliser par le contournement, la résistance ou l'accommodement? J'aimerais, en partant de ce dilemme contemporain, majeur à mes yeux, prendre appui sur 3 instants de recherche et de réflexion distincts que j'ai menés durant ces dernières années sur ce qui nous réunit aujourd'hui et que vous appelez élégamment la fabrique des arts dans le monde arabe. Le premier moment a trait à la rétrospective culturelle et artistique relative au mouvement du 20 février 2011 au Maroc. Généralement, les études menées sur le 20 février étaient essentiellement liées à l'émergence des formes d'associations, de protestation, etc. Très très peu ont refait la généalogie du mouvement par rapport à l'art et à la culture. Je m'étais particulièrement intéressé à toutes les formes d'expression artistique qui ont fleuri, refaçonné les espaces publics, réels et virtuels. Et je me suis rendu compte à partir d'un large corpus que 3 questions nodales démarquaient l'art des pratiques qui le caractérisaient jusque-là. 1. Le rapport au corps dans l'espace public, que ce soit par la danse, le théâtre ou le dessin, ou l'image. 2. Le rapport à la rue, comme lieu à investir par l'esthétique, théâtre de rue, street arts, muraux, etc. 3. La bande dessinée, comme art adulte, un moyen détourné de faire récit. Et évidemment, au passage, une forme d'hybridation que produisent des artivistes et des médiactivistes cherchant à instrumentaliser l'art comme moyen de passer du discours rationnel à la production d'affects et de percepts. Dans un deuxième registre, étant régulièrement sollicité en tant que juré par AFAC, Arab Fund for Arts and Culture, en relation avec aussi le Arab Council for Social Sciences, sur des projets entre art et recherche, mais aussi sur les arts de spectacle, il m'a été offert sur la durée d'observer 3 constantes. La première, en lien avec la mémoire et l'histoire, le besoin d'inventaire, d'archivage, et la quête de nouvelles formes de réappropriation du passé douloureux, violent ou oublié, mais aussi par la création, la quête de possibles branchements, remembrements avec des formes d'art colonial ou endogène à partir d'un prisme contemporain critique. La deuxième tendance est la recherche de nouvelles modalités pour saisir l'émergence, de nouvelles modalités discursives et formes esthétiques pour saisir l'émergence de l'individu comme sujet autonome, pétri par le désir d'affranchissement, mais aussi marqué par le besoin d'appartenance. Et enfin, troisième tendance, l'émergence de la ville, du lieu, de l'espace, comme topos pour préfigurer les dystopies, mais également comme locus pour ancrer des récits, des histoires et des imaginaires. Cela m'amène au troisième moment consacré à l'étude circonstanciée de ce qu'il est convenu d'appeler les industries culturelles et créatives au Maroc. De ce travail plus attentif aux mécanismes d'organisation, de production et de diffusion de 4 filières, musique, livres, art, de spectacle et audiovisuel, j'ai tiré avec des collègues chercheurs 3 autres enseignements. Au niveau de la gouvernance, la culture n'est pas traitée comme un fait social transversal, mais comme un secteur à part, précarisé, sans développement des droits d'auteur, avec très peu de diffusion et pas assez de circulation. 2, la subvention publique est juste un palliatif à la production est un palliatif à la production et
et au développement de l'offre, mais n'aborde pas l'élargissement de la demande, le développement de la diffusion des publics, ce qui crée des marchés restreints et parfois des positions de rente, mais stimule par ailleurs la création de lieux alternatifs et une culture du DIY, do it yourself, by yourself. La troisième tendance, c'est que les entreprises, associations et autres structures de production dans les différents domaines souffrent de deux tares. La faiblesse de la formation et l'incapacité d'attirer des profils de managers sensibles aux particularités de l'art et capables d'en transformer les capacités et d'amplifier l'impact. De l'ensemble de ces constats accumulés et de ce moment critique du Covid qui n'est pas près d'être clos, j'en suis venu à considérer, avec un groupe de chercheurs, les pratiques artistiques dans le monde arabe sur les 10 ans à venir, à partir d'une série de difficultés à surmonter. Comment être attentif aux logiques économiques et juste vis-à-vis des contextes, des territoires et des interactions sociétales, politiques, administratives qui déterminent et parfois inhibent la circulation des œuvres d'art. 2. Comment apprécier la relation au monde, à la mondialité, à l'internationalisation des œuvres et la circulation des artistes, et en même temps apprécier les soucis écologiques, les menaces, les modes d'habiter, mais aussi de construire et de détruire des écosystèmes locaux. Et enfin, comment repartir les deux acceptions des industries culturelles, celle qui le rattache à travers Adorno et Horkheimer à la culture de masse, et celle qui, par le truchement des ONG internationales, ont fait une variable de calcul des valeurs productives. Partant de tout cela, et ayant à plancher sur le lien entre culture et développement, je propose d'élargir le cadre, à partir duquel nous étudions ces questions-là à partir de l'élargissement du cadre conceptuel et méthodologique. J'entends que cela d'abord crée une conception. J'entends par cela d'abord le fait de dépasser une conception mécaniste, descendante des ICC, des industries culturelles et créatives, et d'aller à une logique organique, des économies du symbolique. Ce qui permet, encore une fois, de remembrer les formes résiduelles et modernes, les tentations de réinvention des héritages et autres modes de production informels qui traversent non seulement les lieux d'exposition et de représentation consacrés, mais également les lieux de socialisation ordinaire. Autrement dit, être attentif aux multiples temporalités et modalités de production de symbolique, aussi bien dans les moussem ou les quartiers populaires, où circule une forme de culture dite basse, que les lieux consacrés par la diffusion de la culture haute. De même, regarder aussi bien les arts numériques de plus en plus sophistiqués que les plateformes où se déploient les nouvelles formes d'expressivité, kitsch, parfois subversives, et parfois abétissantes, et d'autres fois divertissantes. La deuxième approche à partir desquelles il est possible d'élargir le cadre, c'est d'avoir une attention particulière aux dynamiques émergentes, non programmées, autoportées, qui donnent lieu à du DIY, des formes nouvelles, par exemple de la musique en ligne ou des arts visuels qui à travers le virtuel, développent de nouvelles logiques économiques, horizontales,
mais également être attentif aux autres logiques horizontales en lien avec les communs, les riverains, dans les espaces alternatifs tiers. Ce que j'appelle des fabriques de lieux de sens décentrés. Ce sont ces lieux-là, aujourd'hui, qui existent partout dans plusieurs pays arabes, au moment même où les lieux institutionnels sont des infrastructures vides, non habitées, par l'acte culturel. Je donne un exemple. Vous avez aujourd'hui au Maroc 450 lieux d'art et de culture. De tous ces lieux-là, il y a à peine 5% qui sont traversés par une production culturelle. Par contre, tous ces lieux alternatifs créés par des acteurs associatifs, entrepreneuriaux à la marge, sont ceux qui créent aujourd'hui de nouvelles dynamiques. Enfin, cela implique d'apprécier la Fabrique des Arts dans sa tentative d'émancipation, de création de sens et de reconnaissance pour une communauté d'artisans, d'associations et de lieux de transmission et de partage imaginaire, mais aussi en lien avec les droits culturels qui consacrent les sociétés où elles se déploient. L'étude des économies culturelles est souvent attentive à la production, mais pas suffisamment à ce qui rend possible l'élargissement du cercle de cette production et de sa réception. Autrement dit, j'en conclus que face au cadre importé, préétabli, restrictif que nous offre l'étude standardisée des ICC comme concept voyageur, il y a lieu de contextualiser l'approche et d'élargir la focale pour ne pas perdre de vue les tensions sociales, politiques, quotidiennes et mémorielles à l'œuvre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais d'abord vous remercier, Marion Slitine et Tahir Labadi, pour m'avoir invité à cette journée. Bon, après à présider une séance, mais surtout à écouter toute cette journée qui a l'air absolument passionnante. Et je vous remercie à la fois de m'avoir fait signe, mais aussi d'avoir eu l'idée de ce colloque qui me paraît vraiment central, enfin, comme vous l'avez d'une certaine façon très bien dit dans votre propre introduction. C'est vrai que ces questions autour de l'art dans le monde arabe sont devenues très très importantes d'un point de vue de géopolitique de l'art qui m'intéresse à titre personnel. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous. Je voudrais aussi dire que mon rôle va simplement être de donner la parole à des invités dont les propos, d'après ce que j'ai pu en lire, seront très intéressants et auxquels je demande à toutes et à tous de bien vouloir respecter un temps de parole très précis qui est d'une vingtaine de minutes. C'est un peu mon travail est un peu un sale boulot, mais je le ferai avec rigueur parce que je crois que c'est important qu'il puisse y avoir des questions de la salle. Il faut savoir aussi que plus de la moitié de l'auditoire est derrière son écran, ce qui est très fatigant. Demande une concentration très particulière et donc dans ces cas-là il faut vraiment pas dépasser son temps de parole, autrement au-delà de 20 minutes on n'est plus entendu tout simplement. Donc je pense que faut faire très attention à ça. Donc là je vais passer la parole à Sbeh. Excusez-moi, je suis pas arabisant donc je prononce très mal votre nom et je vous prie de m'excuser, qui est palestinien et a fait. Alors vous avez terminé votre thèse. Hein. Vous êtes postdoctorant à l'IREMAN, c'est ça? Et vous travaillez sur la professionnalisation des ONG en Palestine. Et je crois que c'est de ça dont vous allez parler plus particulièrement du phénomène de nouveaux romanciers à Ramallah qui prennent la ville de Ramallah pour objet de leur production littéraire. Et voilà, donc vous, soit vous installez au pupitre, soit vous parlez depuis votre place, comme vous voulez. Mais la question des nouvelles littératures palestiniennes est évidemment une question absolument passionnante, qui, je pense, cette fois-ci, va faire écho à ce que racontera Kauta Archi dans l'après-midi, qui elle est spécialiste des littératures algériennes.
mais il faudra avoir toute la journée pour voir se dessiner l'image dans le tapis. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci Taher et Marion, merci pour cette journée et merci aussi à Baudrard, merci monsieur. Donc, en fait, en regardant le titre qui a été affiché, c'était un peu plus, c'était très ambitieux, politique culturelle, ONG, monde du développement. Ça en va en fait à trois recherches différentes que j'ai effectuées lors de 20 ans de ma vie. En fait, la première, c'est la question de la thèse où apparaît le monde du développement et les ONG que j'ai soutenu en 2014. Et puis, en fait, en Palestine, j'ai effectué une étude de recherche sur les ONG culturelles, notamment celles qui travaillent sur l'art performatif. Et donc, c'est une étude qui n'a pas été encore publiée. Et enfin, je me suis intéressé en fait à la production littéraire en Palestine et surtout les romanciers, les nouveaux romanciers, dans le cadre d'un postdoc que j'ai effectué à l'IRIMAM. Ça fait 2 ans qu'on a terminé. Et bref, ce travail a donné lieu à une publication à paraître sur la production de biens symboliques dans le monde arabe. Donc, ce que je vous propose plutôt aujourd'hui, d'intervenir sur la nouvelle condition littéraire dans ce que j'appelle la Palestine des bailleurs de fonds et les retours des écrivains palestiniens. Enfin, pourquoi en fait nouvelle condition littéraire et pourquoi s'intéresser surtout en fait à cette question de retour et pourquoi Ramallah en tant que ville devient l'objet de romanciers et de nouveaux entre guillemets romanciers palestiniens qui commencent à écrire sur cette question. En effet, comme vous le savez, à partir des accords d'Oslo, en 1993, il y a l'établissement de l'autorité palestinienne. Et du coup, on commence à avoir le retour des intellectuels et des écrivains et des hommes politiques qui étaient plus ou moins rattachés à l'OALP, qui était installé en exil, d'abord en Jordanie, Beyrouth et enfin en Tunisie. Mais le plus important, c'était l'OALP à Beyrouth. Donc c'était l'exil central de l'OALP. Cet exil représentait à certains moments le centre de la production et de la réception de la littérature palestinienne. Et donc c'était là où tout est plus ou moins décidé. Je vais en fait revenir sur un peu l'histoire pour montrer quelle logique dominante à cette période lorsque l'OALP était à Beyrouth, et puis le retour de ces écrivains à Ramallah, où ils vont retourner en leur pays. Comment on va décrire ce retour à travers leurs écrits et enfin, en fait, à travers de lire aussi leurs relations de pouvoir qu'ils entretiennent entre eux. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une sorte de vue d'ensemble de l'ensemble en fait, du champ littéraire, les relations entre les romanciers d'une part et les relations entre leurs textes. On sait que parmi en fait, les écrivains les plus connus, en fait, c'était Mahmoud Darwish, qui a fait retour, qui est retourné en Palestine, enfin à Ramallah dans les années 90. Il s'est opposé aux accords d'Oslo. L'OALP, à ce moment-là, était en crise existentielle à plusieurs niveaux. La première chose, politique, puisque l'OALP, c'est l'Organisation de libération de Palestine. Donc, on renonce plus ou moins à cet objectif en acceptant une paix où on va diviser le pays en 2 pays. L'OALP souffre d'une crise financière à cause de la première guerre de l'Irak et en fait souffre de plusieurs oppositions au sein de ces organisations, des oppositions politiques à l'égard des accords d'Oslo. Et
Darwish, qui était d'ailleurs parmi les intellectuels pour un dialogue, pour un processus de paix, s'est opposé à ces accords et il a démissionné du comité exécutif de l'OALP. Donc il y a des écrivains qui retournent à Ramallah dans le cadre des accords d'Oslo, même s'ils s'opposent à ces accords. Ce retour va marquer en fait une certaine rupture dans la production littéraire palestinienne. Pourquoi en fait je parle de rupture? C'est pour cela en fait j'aimerais bien faire un petit retour sur l'historique un peu de ce champ littéraire qui en fait au moment où le centre était à Beyrouth. En effet, comme vous le savez, à partir des années 48, en fait, lorsque l'État d'Israël a été créé, les Palestiniens se trouvent, enfin, on appelle ça catastrophe, Nakba, se trouvent en fait avec une perte de leur pays, de leur parti. Et donc, en fait, on est dans ce qu'appelle Ismail Nachef, on l'a fait intervenir il y a quelques années avec Franck Mermier sur l'archéologie de la perte. Il appelle ça la période de la perte. Donc, les Palestiniens ont perdu quelque chose, ont perdu leur pays. Et là, on va trouver dans la littérature que la lutte armée, c'est le chemin pour récupérer ce qu'ils ont perdu. Donc, il y a d'une part une catastrophe, mais il y a la littérature qui va porter un certain espoir, où la lutte armée c'est le chemin pour récupérer le pays perdu. Là, on le trouve dans la figure, en fait, dans les écrits de la figure, voilà, c'est Ghassan Kanafani. D'abord, c'est les réfugiés palestiniens qui est perdu, qui va mourir en fait dans le désert en allant entre l'Irak et le Koweït. Et après, il va en fait se prononcer en disant que c'est le Fidaï, le combattant palestinien qui se sacrifie pour les pays, qui va récupérer son pays. Et là, on le trouve dans son œuvre, si on analyse en fait son œuvre, qui commence par des nouvelles et après qui se termine par des romans. Donc, Kanafani, en fait, il associe ici la littérature, c'est l'art, c'est l'engagement. Ce n'est pas l'art pour l'art. Il va se prononcer comme l'homme, c'est la cause. Et donc, il va trouver aucune différence entre ce qu'on appelle logique universelle ou logique locale, en fait. Pour lui, le particulier palestinien, c'est universel, parce que le Palestinien souffre de l'injustice, parce que le Palestinien cherche la libération, parce que le Palestinien lutte pour son destin, et du coup, c'est particulier, mais aussi universel. Pour lui, il n'y a aucune contradiction entre les deux. Ces deux logiques vont s'opposer à certains moments dans le champ littéraire palestinien qu'on verra plus tard. Mais Ghassan, en fait, est devenu martyr, mais en fait, avant qu'il devienne martyr, il est aussi chercheur et il est critique littéraire. Et donc, Ghassan, il va produire des études à l'époque qui parlent, en fait, de ce qu'on appelle la littérature de la résistance, Adab al-Muqawama. Et là, il va nommer certains écrivains, il va recenser certains écrivains, certains auteurs, certains poètes surtout, de l'intérieur, donc ceux qui ont pu rester en Palestine, que ce soit Israël ou territoire occupé plus tard en 67. Et parmi d'autres, il va repérer Mahmoud Darwish, il va repérer quelqu'un qui va être très connu et même concurrent à Ghassan Kanafani lui-même, il s'appelle Émile, j'ai oublié Émile, je vais le trouver. Émile Habibi, voilà. Parce qu'en fait, à l'époque, Émile Habibi, il écrivait même avec un surnom, c'était Abu Salam. Et donc, on trouve dans l'œuvre de Kanafani, enfin, on trouve dans l'étude de Kanafani une note de pas de page où il parle, j'ai remarqué l'existence d'un certain Abu Salam qui parle au nom, voilà. Et c'était en fait, ce Daci était là, mais c'était en fait. Et donc, Émile Habibi va devenir un romancier. Du coup, voilà.
Ghassan Kanafani, il va repérer en fait plusieurs romanciers, poètes, etc. Le romancier, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, il va repérer plusieurs écrivains et il va les nommer les écrivains de la résistance, Adab el-Muqawama. Et là, ça sera un label qui va être collé à ces gens. Et à certains moments, ils veulent, plus tard, en fait, comme Darwish, veulent s'en débarrasser et n'arrivent pas. Ghassan Kanafani aussi fait une étude importante sur la littérature sioniste. Et il va mettre l'accent sur la manière dont le Palestinien, l'image des Palestiniens est présentée dans cette littérature. Et pour lui, l'objectif de la littérature produite à l'intérieur, c'est lutter contre cette image. C'est en fait c'est la lutte de la représentation sociale et politique d'un monde social, d'un monde en fait. Et là, il va voir la fonctionnalité de la littérature associée à ça, à cette question de lutte, de résistance et de représenter le monde autrement que ça a été appréhendé dans la littérature sioniste. Et là se pose la question entre, comme je l'ai dit, l'universel et le particulier, mais aussi sur la question de l'esthétique. Alors, où l'esthétique en fait, joue un rôle dans cette littérature. Là, Ghassan Kanafani, il va dire, voilà, on ne va pas sacrifier cette question, mais par contre, il dit, je ne peux pas en fait juger quelqu'un qui produit dans des conditions aussi difficiles que ceux qui existent sous occupation. Déjà, c'est très bien qu'il parle l'arabe. Alors, produire quand même de la littérature en arabe, c'est déjà quelque chose qu'on ne va pas négliger, sans quand même, en fait, oublier cette question d'esthétique. Et là, il va être sévère et critique à l'égard des Palestiniens qui produisent de la littérature, mais en exil. Et il va dire, voilà, ils profitent de la cause, alors qu'il n'y a rien de concret, il n'y a rien en fait de beau dans ce qu'ils écrivent. Tout simplement, ils s'attachent à la cause pour pouvoir dire de la Palestine. Donc, la question, la cause palestinienne, elle est centrale. La question de l'esthétique, elle est centrale. La différence, aucune différence entre ce qui est particulier et ce qui est universel. Pour lui, la cause, c'est plus ou moins qui va déterminer la fonctionnalité de la littérature. Ghassan Kanafani, et lui-même devient victime de cette logique qui a été imposée, d'une part par lui et du fait, plus tard, qu'il est tombé en martyr. Il va être le sacré, le jeune écrivain assassiné à l'âge de 36 ans, qui a quand même produit des romans qui ont été reçus en fait, dans le monde arabe d'une manière élogieuse. Bref, il avait écrit un roman qui s'appelle « Qui a tué Layla al-Hayek, Man qatala Layla al-Hayek » où il parle d'un homme qui se trompe sa femme, etc. Et donc là, le jury qui va en fait commémorer en fait, le travail de Ghassan Kanafani va exclure ce roman de son œuvre, et ça sera publié plus tard. Pourquoi? Parce que ce roman n'est pas tout à fait attaché à la cause palestinienne. Et même les critiques qui vont travailler sur l'œuvre de Kanafani, ils vont exclure ce roman. Il y a Farouk El-Wadi, il va dire, voilà, je nomme ce roman que je considère comme un faux pas, mais juste pour les chercheurs qui veulent travailler sur la littérature palestinienne. Donc, il y a cette logique qui domine. Beyrouth, les écrivains plus ou moins attachés à l'OLP, dépendent de l'OLP, Beyrouth va constituer le centre de la production littéraire palestinienne et aussi sa réception. Donc c'est l'exil qui est le centre dans le cas palestinien. Avec le retour, il y a une certaine rupture en fait qui se met en place. Beyrouth n'est plus là en tant que centre et les écrivains vont se retrouver à Ramallah. Mais
dans une nouvelle configuration que j'appelle la configuration la Palestine des bailleurs de fonds. C'est une nouvelle configuration qui dépend entièrement de l'aide internationale, avec pour objectif le développement pour la paix, la construction de l'autorité palestinienne et là l'émergence aussi des nouveaux acteurs comme les ONG et parmi d'autres les ONG culturelles et les ONG de développement. Mais ce qui est intéressant ici dans le cas de Ramallah, les écrivains vont se rencontrer. Ceux qui ne se connaissaient pas ou qui se connaissaient uniquement par les écrits vont se retrouver dans le même café à discuter de leurs textes et avoir. Donc il y a un certain désenchantement des uns et des autres. Pourquoi? Parce qu'il y avait en fait certaines mystifications, enfin, je dirais. Pourquoi? Parce qu'on entendait parler de quelqu'un, on lisait ce texte, mais on ne le connaît pas en personne. Et là, c'est le sacré qui est associé à l'exil, c'est sacré qui est associé à la lutte armée d'une part, la lutte qui vient de l'extérieur, et c'est le sacré qui est associé à la résistance depuis l'intérieur. Donc tout le monde avait un part de sacré, donc il va s'en débarrasser. Et donc il y a ce choc en fait, il y a la défaite. Les accords d'Oslo ont été reçus, appréhendés par les hommes des lettres comme une défaite. Et comme on a dit tout à l'heure, si suite aux années 48, c'était la période de la perte et qu'on va récupérer la perte par la lutte armée, là, Ismail el-Nashif, il qualifie cette période de la perte de la perte. Donc la période de la perte de la perte. On a perdu ce qu'on a déjà perdu. Donc c'est la défaite. Et Izzat Razawi, il appelle ça, c'est la période du choc d'un point de vue littéraire. Le retour lui-même va apparaître et va avoir ce sens. Déjà, le Palestinien, le droit au retour, c'est le droit au retour des réfugiés palestiniens dans leur ville natale. Sauf que ce retour est un retour métamorphosé, retour manqué. D'une part, parce que ce n'est pas l'ensemble des Palestiniens qu'on va faire retour, c'est juste un ensemble d'intellectuels qui sont plus ou moins associés à l'OLP, proches de Yasser Arafat, ou qui ont quand même un certain capital social, politique, culturel. Ce retour n'est pas un retour vers les villes natales, c'est un retour vers Ramallah. Donc, ce n'est pas leur ville, c'est une ville autre que leur ville natale. Et ce retour se fait dans le cadre des accords d'Oslo qu'ils critiquent. C'est un retour sous, en fait, les yeux des soldats israéliens de l'occupation. Et c'est ça ce qu'on va voir dans le récit de retour qu'on trouve dans le récit de retour de Mourid el-Barghouthi, Ra'aytu Ramallah, j'ai vu Ramallah, de l'Hurani, de plusieurs en fait, récits de retour où on va décrire cette relation d'humiliation au pont quand on traverse le pont. Et là, il y a toute une littérature qui va parler de cette comparaison, comment on a quitté le pays en tant qu'enfant et comment on revient en tant que vieux. Et là, la comparaison, en fait, ils cherchent l'enfant qu'ils ont laissé quand ils étaient exilés, qu'ils ne le trouvent pas. Ils cherchent d'autre part leur pays qu'ils ont quitté, qu'ils ne le trouvent pas. Donc là, le retour, le pays, la patrie n'est pas l'opposé de l'exil. L'exil est fini, mais la patrie n'est plus là. Donc c'est un retour vraiment métamorphosé. Et là, on va trouver ça dans pas mal de récits. Je ne vais pas parler des exemples concrets, mais en fait, là, on va voir aussi des romans qui vont parler de la nouvelle hiérarchie sociale au sein de Ramallah. Des trajectoires, des collabos qui vont devenir les responsables des anciens militants, des returnees, en fait, ceux qui sont revenus, qui vont se trouver, en fait, soit dominés, soit dominants. On va trouver, en fait, une nouvelle thématique abordée dans la littérature palestinienne qui traite de cette question de l'ordre social établi à partir des accords d'Oslo. Et enfin, on va trouver des thématiques à Ramallah où
il y a des critiques sévères à l'égard et de l'autorité palestinienne et du développement et des bailleurs de fonds, tout en même temps avec une nouvelle tendance, avec une certaine littérature qui va se produire dans le cadre des réseaux internationaux ou les ONG qui sont financés par les bailleurs de fonds, où il y avait une tendance à être reconnue à l'échelle internationale, universelle, où là, on va voir une véritable opposition entre ce qu'on appelle la logique universelle et la logique nationale, locale, et puisque l'universel n'est pas exclu de rapport de force, et donc il doit être présenté en dehors de tout ce qui est débat politique, et surtout, en fait, débat politique palestinien en termes de lutte nationale. Donc, si vous voulez, j'ai essayé d'écrire un ensemble de vues, en fait, de la littérature palestinienne, comment ça a évolué en fait, pendant 40-50 ans, et je rappelle qu'on ne peut pas aussi lire la littérature palestinienne sans le situer dans la littérature arabe. Et là aussi, la question universelle qui s'oppose à la question nationale, à la différence des années 70 ou l'époque de l'OLP à Beyrouth. Donc, l'exil central n'est plus là, c'est Ramallah qui prend le relais, sauf que c'est un exil qui ne s'est pas terminé et une patrie qui n'est plus là. Merci. Merci pour cette très belle communication qui appellera, je pense, plein de questions. Moi-même, j'en ai au moins une, mais je ne vais pas la poser tout de suite. Est-ce qu'il y a une question urgente ? Non, parce que de temps en temps, comme ça, on a vraiment quelque chose sur le bout des lèvres qu'on veut absolument poser. Donc, je fais un appel, mais autrement, il y aura une vraie discussion générale à la fin. Hein. Il n'y en a pas. Je propose du coup de passer immédiatement la parole à ma voisine Atlal Brahimi, qui est doctorante à l'EHESS, qui fait une thèse avec Jocelyne Dakhlia, d'après ce que j'ai compris, qui porte sur la culture algérienne depuis 1954. Et votre communication d'aujourd'hui va, je crois, se focaliser un petit peu sur les questions du musée, où j'ai mal compris. J'ai bien compris. Donc bonjour, je vous remercie tout d'abord pour cette invitation et pour l'organisation de cette journée d'études. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des institutions muséales et plus précisément de la politique culturelle en Algérie. Je me base sur 2 voire 3 musées à Alger. Donc il est important tout d'abord pour moi de contextualiser et plus précisément de revenir sur l'histoire coloniale, car il faut savoir que la majorité des institutions muséales qui sont construites et présentes encore aujourd'hui en Algérie ont été construites pendant la période coloniale. Donc quelques dates pour commencer. 1830, donc la colonisation du peuplement du territoire algérien par l'Empire français débute, et pendant plus de 132 ans, l'Empire français détruit et bâtit en Algérie. Donc il faut savoir que l'une des institutions principales qui permettait, et qui permet toujours d'ailleurs aujourd'hui, d'asseoir son autorité et son pouvoir en tant que nation, est le musée. C'est un lieu de représentation de la richesse d'un État. Le musée se veut à l'image le plus souvent de la politique nationale et il permet entre autres d'enraciner et de présenter l'histoire d'un État. Donc l'une des politiques impérialistes françaises de l'époque et de créer des musées français, la plupart du temps pour les Français, afin de renforcer sa domination. La première question que nous allons donc poser aujourd'hui est quels sont ces monuments construits pendant la période coloniale et surtout quel discours politique propose-t-il ? Il faut savoir que le premier musée de type occidental inauguré sur le continent africain est le musée des Antiquités d'Alger. Il est inauguré en 1835, 5 ans seulement après la conquête du port d'Alger. Le musée des Antiquités prendra place dans plusieurs espaces, mais l'un d'eux qui recueille cette institution et qui nous intéresse tout particulièrement est le palais Mustapha Pacha. Pour recontextualiser, Mustapha Pacha était un dey d'Alger sous l'Empire ottoman et il a entre autres déclaré la guerre à la France. Et
Il fut l'un des premiers monuments saisis par l'État français et il serva, entre autres, dans un premier temps, de lieu politique pour les généraux français. Donc ce lieu, qui officie de musée des Antiquités à partir de 1863, a une forte symbolique politique. Il accueille également, pour savoir, la Bibliothèque nationale. Donc le premier musée créé en Algérie par les Français est un musée des Antiquités romaines. Ce n'est pas anodin. Pourquoi les Antiquités romaines? Donc il faut savoir que l'Empire français se dit héritier de l'Empire romain. Les territoires d'Afrique du Nord ayant été sous domination romaine, l'État français, en tant que soi-disant légataire de cette dynastie, se considère la colonisation des territoires de l'Afrique du Nord comme n'étant qu'une simple reconquête d'un territoire perdu. Il est donc pour l'Empire essentiel de mettre en place cet imaginaire historique. Pour cela, elle construit une politique muséale qui prône l'art antique gréco-romain. Donc voici pour commencer une photographie du palais Mustapha Pacha. Vous voyez ici le spatio du palais. Et on y voit plusieurs sculptures archéologiques romaines, dont le buste de la Vénus de Shechel, qui se trouve un peu plus haut, mais que vous pouvez également voir ici. Donc, il faut savoir que toutes ces œuvres ont été extrêmement vite amenées à Alger, au sein de la capitale, afin d'être présentées aux voyageurs. Donc, comme vous le voyez, ces sculptures romaines investissent parfaitement la cour centrale du palais. Cependant, elles ne peuvent qu'un tant soit peu dénoter avec l'architecture ottomane. Cette photographie est très intéressante car elle met en exergue le contraste entre le décor de l'architecture ottomane du palais, salle d'exposition pour un temps, et cette scénographie romaine. Contraste qui est révélateur de la politique culturelle menée à l'époque. Afin d'avoir une image plus révélatrice de la politique coloniale, je vous présente ici une photographie du musée de Shechel. Donc, le musée de Shechel a été entièrement construit pendant l'époque coloniale, dans un style archéologique typiquement romain. Et le musée expose les œuvres archéologiques découvertes sur le littoral de Tipaza dès 1908. Donc, comme vous pouvez le voir, ici sur la photographie, les œuvres romaines s'intègrent un peu mieux au sein de cette bâtisse qui dispose du même style architectural que les sculptures. Donc je tenais à comparer ces deux photographies afin de bien imager la volonté de l'Empire français de faire disparaître petit à petit tout ce qui a existé entre la civilisation romaine et la civilisation française. Donc les musées sont donc là pour renforcer cette histoire coloniale créée par l'Empire, d'une France qui récupère ses territoires perdus en tant que légataire de l'Empire romain et qui viennent civiliser les peuples locaux. L'institution artistique est donc utilisée dans son aspect politique pour renforcer cette écriture de l'histoire nationale. Il faut savoir que la majorité des musées qui seront construits ensuite sont de style architectural romain. Donc revenons quelques instants au musée des Antiquités. Il a été ensuite connu sous le nom du musée Stéphane Gsell, qui est l'archéologue principal des fouilles de Tipaza. Il est finalement inauguré au nord d'Alger en 1887 au sein de ce musée qui existe toujours aujourd'hui, mais non, on y reviendra. Donc, les œuvres que nous avons vues en photographie quittent donc le palais Mustapha Pacha pour s'exposer au sein du musée des Antiquités. C'est au sein de cet espace, il faut savoir, que les premières œuvres d'art local sont présentées à partir de 1903. Mais seulement de l'artisanat. Les premières œuvres qui sont présentées au sein du musée qui appartiennent donc à la population locale, donc des œuvres d'abord dites indigènes, puis ensuite dites musulmans, sont des œuvres d'artisanat berbère. Donc ensuite, la collection sera élargie à des œuvres du Maghreb, objets aussi bien marocains que tunisiens, afin de rappeler
l'essor de la colonisation française également dans ces territoires. Ce musée permet en fait à travers ses collections de comprendre la politique culturelle qui est mise en place pendant la colonisation et également son évolution. Donc, comme on l'a vu dans un premier temps, un retour à l'histoire antique à travers des œuvres d'art, à travers ces œuvres d'art, pour bien s'ancrer comme légataire de ces terres colonisées, et ensuite l'exotisation orientaliste des coutumes locales. Comme vous le voyez dans cette photographie, pour la célébration du centenaire de la colonisation en 1929, la façade a totalement été reconstruite dans un style architectural ottoman du XIIe siècle. Je m'explique, il faut savoir qu'à partir du XXe siècle, il y a un retour vers la représentation des arts musulmans, car les politiques français se rendent compte qu'on ne peut totalement nier la culture locale. Plus précisément, un rapport d'Arsène Alexandre en 1906 alerte sur la dégradation de la population et affirme que la marginalisation des Algériens risque sur le long terme de nuire au développement économique de la colonie. Le message est donc entendu et on se met à représenter les arts locaux. Donc, la célébration du centenaire de la colonisation est l'un des exemples les plus parlants de la politique civilisatrice de l'Empire colonial français et il fut le musée des Beaux-Arts d'Alger. Donc, le musée des Beaux-Arts d'Alger est un monument inauguré en 1930. C'est une bâtisse monumentale, également construite dans le style architectural romain par l'architecte Paul Guillon. Il a été élaboré à partir d'un programme élaboré par le futur conservateur du lieu, Jean Alazard, qui est un historien d'art et également le doyen de la faculté des lettres d'Alger. Donc, il s'agit d'un édifice qui contient plus de 4200 mètres carrés d'espace d'exposition et également une immense bibliothèque. Le musée est édifié face à la baie d'Alger, en amont du jardin d'essai et près de Dar Abdel Taif, considéré à l'époque comme la Villa Médicis de l'Algérie. Jean Alazard est donc le premier conservateur du musée et d'ailleurs le seul pendant la période coloniale. Il a voulu faire de cette institution un centre d'art au rayonnement mondial. Il faut savoir que plus de 498 œuvres, sans compter les nombreux dons, sont acquises avant l'inauguration du musée en 1930. Car de nombreux fonds en fait, sont octroyés afin de faire briller l'empire colonial lors de cette célébration et de faire du musée l'une des pièces fondatrices de l'empire colonial en Algérie. Donc, l'Institut a pour but très clair de faire l'apogée de l'art français. Une très grande section orientaliste existe, bien évidemment, avec les œuvres de Diné ou encore de Fromentin. Précisons-le, Jean Alazard, le conservateur du musée, est lui-même spécialiste de l'art orientaliste. Mais le musée a pour volonté première d'exposer les chefs-d'œuvre de l'Académie française, allant des peintures de Courbet aux sculptures de Rodin. Il s'agit de faire vraiment de l'Algérie un patrimoine français. Si jamais vous vous posez la question, seulement 2 œuvres d'artistes algériens ont été acquises par le musée pour l'inauguration. Donc une petite peinture de Mamri, et je me permets de dire petite parce qu'elle fait 56 cm sur 45, et qui s'intitule « Rue dans un village arabe », ainsi qu'une enluminure de Mohamed Rassim. Cela nous amène donc à une seconde question qui nous intéresse tout particulièrement. Et quelle est la place des Algériens au sein de ces institutions et que sont devenus ces musées après l'indépendance? On va, si vous le permettez, passer directement de 1930, donc, à la célébration du centenaire, à 1962, l'année de l'indépendance de l'Algérie. Je me permets de faire ce saut dans le temps car malheureusement, les Algériens ont eu une place très minime au sein de ces institutions muséales, voire inexistantes. Donc nous sommes en 1962, la veille de l'indépendance de l'Algérie. 2 caisses contenant 294 œuvres sont transférées du musée des Beaux-Arts d'Alger à Paris au musée du Louvre par l'armée française. Il faut savoir que la question de la restitution des œuvres
oui, du rapatriement des œuvres, plus précisément, s'est posée dès le début de la guerre d'Algérie. Mais elle n'a eu lieu qu'en 1962, suite à une attaque en fait, de l'OAS, de l'organisation armée secrète, qui était contre l'indépendance de l'Algérie. Donc l'OAS fait exploser une sculpture monumentale qui se trouvait en amont du musée, afin en fait, d'alerter le gouvernement français de ce qui pourrait arriver aux œuvres s'ils n'étaient pas rapatriés en France. Donc c'est à la suite de cet acte de destruction que le rapatriement des œuvres s'effectue. Il faut aussi préciser que le musée était fermé depuis plusieurs mois, entouré de barbelés. Et qu'aucun rapatriement n'a été fait avant, car cela aurait signifié que la France acceptait sa défaite face à l'Algérie. Donc nous sommes maintenant en juillet 1962 et l'indépendance de l'Algérie a été déclarée. Jean de Maisonseul est nommé conservateur du musée à titre coopératif à la demande du ministère algérien de l'Éducation nationale. Pour information, Jean de Maisonseul est un artiste urbaniste français-algérien qui est né en Algérie et qui s'est battu entre autres pour l'indépendance de l'Algérie. Donc Jean de Maisonseul réalise plusieurs grands gestes à la sortie de l'indépendance lorsqu'il est conservateur du musée. Dans un premier temps, il réussit à faire restituer les œuvres qui avaient été emmenées en 1962 et elles sont entièrement restituées au musée des Beaux-Arts d'Alger en Algérie, donc en 1969. Donc nous parlons là de 157 peintures et de 137 dessins, exactement. Il négocie également la conservation des fonds du musée qui devaient être rapatriés en France et qui resteront dans leur totalité en Algérie. Ensuite, lors de son mandat, il entreprend une politique d'achat afin de remédier au manquement de l'art algérien au sein de la collection du musée. Il dote ainsi le musée des Beaux-Arts des plus grands artistes algériens de l'époque, dont les œuvres de Baya, Belmonteur, Khada, Izachem et bien d'autres. Il faut également savoir qu'il y intègre les œuvres données par les artistes internationaux de 1964. Je vais passer directement à notre troisième question, qui est de savoir si l'Algérie se réapproprie réellement ces monuments et quelle est la politique qui est mise en place. Donc, le musée des Antiquités que nous avons présenté avant est renommé Musée national des Antiquités et des Arts islamiques. Il se voit inaugurer à l'occasion de 2003 un pavillon des arts islamiques. Le palais Mustapha al-Pacha que nous avons vu également maintenant abrite le Musée national de l'enluminure et de la miniature et de la calligraphie d'Alger, et le musée des Beaux-Arts d'Alger est renommé Musée national des Beaux-Arts d'Alger. Donc vous l'aurez compris, l'une des manières de se réapproprier les institutions muséales de l'État algérien est d'ajouter national au nom des musées dans un premier temps. Donc l'Algérie tente de se réapproprier ces musées qui ont un lourd héritage colonial. La scénographie est changée, les textes de présentation et les cartels sont traduits en langue arabe. Malheureusement, les espaces et les financements manquent. Donc, le musée des Beaux-Arts d'Alger est actuellement appelé le mausolée, car depuis, en fait, Jean de Maisonseul, la scénographie n'a pas du tout changé. Il faut préciser que l'Algérie met en place une politique socialiste. L'art, par essence, étant gratuite, une fois dépassées les premières années de l'indépendance, les années de foisonnement artistique, les musées et les artistes se retrouvent face à une réalité politique et sociale qui est celle de la construction d'un pays. Donc, le président Boumedienne annonce une révolution agraire, industrielle et culturelle. Cependant, les financements ne sont pas équitablement reversés dans ces trois domaines et les financements de la politique culturelle se voient réduits d'année en année. Les institutions muséales, malheureusement, dépérissent et sans politique de financement étatique et de rénovation ainsi que d'embellissement, les musées ne peuvent s'en sortir. Un musée d'art moderne a été cependant créé et a vu le jour en 2007 au centre d'Alger. Nous ne pouvons réellement voir, malheureusement, d'évolution au sein de ces institutions muséales. Et l'une des problématiques est également qu'il n'existe aucun enseignement de l'histoire de l'art actuellement en Algérie en tant que discipline universitaire.
Donc l'Algérie ne dispose pas de professionnels de l'art car elle ne les forme pas au sein de ces pays. La question se pose donc encore aujourd'hui, comment se réapproprier ces espaces muséals encore extrêmement marqués par l'histoire coloniale ?